Nous allons parler de la première fois. J'espère que vous aurez constaté que je porte aujourd'hui une chemise et des lunettes jaunes. Ce sera l'information la plus importante à retenir de ce soir d'ailleurs. Premier sondage de la soirée. Bon, incroyable, et je dis pas ça parce que c'est moi qui les ai choisis. Il y a 4 personnes qui ne devraient pas être là. Aujourd'hui, nous allons donc parler du premier rapport sexuel, du tout premier rapport sexuel. Et moi, mon expérience à moi, elle est disponible sur la chaîne secondaire Best of Montée de Linguisticae. Est-ce que j'ai besoin de le rappeler? Je rappelle que c'était à 13, entre 13 et 14 ans, derrière un tas de bois. C'était pas bien. Les joies de la campagne. Les joies de la campagne. On a essayé de choper un peu d'infos sur la différence campagne-ville, c'est pas évident. Alors le premier rapport sexuel, eh bien sachez que le premier rapport sexuel en France, en moyenne, eh bien c'est 17 ans. Voilà, c'est 17 ans la moyenne en France. Alors 17,6 pour les femmes, 17,4 pour les hommes selon un graphique de l'INED que je vais vous montrer après. Et selon les chiffres de 2023 là que j'ai trouvé, c'est 17,6 pour les femmes et 17,0 pour les hommes. Donc ça a un petit peu baissé chez les hommes, chez les femmes ça se stabilise. Donc ça c'est l'évolution de l'âge du premier rapport chez les hommes et chez les femmes. Et on voit effectivement que ça a tendance à baisser. Alors il y a des petits ressauts et des petits soubresauts, notamment juste à l'après-guerre. Voilà, juste à l'après-guerre. Et puis on voit effectivement que ça a tendance à rajeunir. On est quand même sur quelque chose de relativement stable, puisque comme je vous le disais, là, donc ça c'était les chiffres de 2014, hein, les chiffres de l'INED, les chiffres de 2023 sont quasiment les mêmes. Donc on est à peu près stabilisé, hein. Voilà, ça ne bouge plus tellement. J'espère que vous aimez ce graphique parce que c'est le seul que vous verrez de la soirée. Cette étude qui date de 2014 notait une différence de perception entre les hommes et les femmes. Pour les hommes, le rapport est un haut fait personnel. Pour les femmes, en revanche, eh bien, vous aurez deviné que c'est le contraire. Pour les femmes, première relation sexuelle rime avec relation romantique. Et ça, on le verra, c'est une question sociale aussi. Et le premier partenaire est, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, tendanciellement plus vieux, ou pour les femmes, c'est quasi exclusivement plus vieux, d'au moins 2 ans en moyenne. C'est-à-dire que quand une femme a en moyenne son rapport à 17,6 ans, eh bien l'homme qui le fait a en moyenne 19,6 ans. Voilà, si jamais vous connectez les wagons. Mais chez les hommes aussi, hein, les hommes aussi ont tendance à faire ça avec des femmes qui sont un peu plus vieilles en moyenne, même si c'est beaucoup moins systématique. Ce qui veut aussi dire, hein, du coup, si vous faites un peu les calculs, ça veut aussi dire que les hommes et les femmes ont tendance à faire aussi leur premier rapport avec des gens qui ont déjà eu un premier rapport. Comment définir une première fois? Relation avec pénétration, et si oui, lesquelles? Alors, oui, il a été, pour cette émission-là, cette émission précise comme elle a été construite, le premier rapport sexuel, et ça on va revenir sur la définition après, rime ici avec défloration, qui est un terme hein, qui est consacré, perte de pucelage, donc à savoir un premier rapport pénétratif. Évidemment, cette définition-là peut tout à fait être remise en question. Et pour tout le reste, pour pouvoir rester dans les statistiques et rester dans tout ce qu'on va aborder, effectivement ici, premier rapport égale premier rapport pénétratif entre un homme et une femme. On va très brièvement parler d'homosexualité après, mais en fait c'est pas du tout évident. Ça n'a pas beaucoup bougé. Les statistiques, et ça c'est l'IFOP qui nous le dit, les jeunes ont tendance à plutôt très bien se protéger. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, on en avait parlé, pas dans un sexe social, mais dans un temps de répondre. Les vieux sont ceux qui se protègent le moins. Ils sont vraiment, en tout cas, ils sont l'objet de campagnes très spécifiques et très ciblées concernant le VIH, parce qu'en fait, comme ils ne se protègent pas, notamment parce que pour eux, contraception rime avec conception, donc dès lors qu'il y a ménopause, ils pensent qu'il n'y a plus besoin de protection. Or, voilà, c'est aussi une population à risque pour ça, et les jeunes se protègent plutôt très bien. C'est plus de 85% de premiers rapports avec préservatif. Donc, quant aux sexualités dites tardives, avec des gros guillemets, tardives, c'est-à-dire un premier rapport sexuel après 19 ans, ça concerne quand même un tiers des femmes et presque un quart des hommes. Donc, faut savoir qu'en France, on a l'une des moyennes les plus jeunes d'Europe de l'Ouest, puisque j'ai regardé, c'est 18,8 en Espagne, 18,5 en Italie, 17,9 en Allemagne. Donc, le seul truc que j'ai noté en termes de clivage social ou générationnel, ça concerne Paris. Paris est a priori plus touché pour les rapports sous drogue et le recours à la prostitution, voilà, chez les plus jeunes, que le reste de la France. J'ai pas trouvé grand-chose sur le reste. Alors, eh bien, une majorité de personnes ici à 19 ans ou plus, ou ne l'ont toujours pas fait. On est sur un 80% de gens qui l'ont fait majeurs ou qui ne l'ont pas fait. Vous défiez les statistiques ici. Nous avons un chat de gens tardifs. Après avoir parlé de tout ça, on pourrait effectivement évoquer la question de l'injonction. Moi, je sais que mon premier rapport était nul à chier, notamment parce que je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Je l'ai pas fait parce que j'avais envie de le faire. Et c'est le cas honnêtement de beaucoup de gens que je connais. Même si bon, on le formule pas toujours comme ça, mais
le côté rite de passage était beaucoup plus important que le côté j'ai envie de ken avec cette meuf parce que j'aime bien cette meuf et que ça marche entre nous. Honnêtement, je l'ai déjà raconté plein de fois ici, mais ma meuf de l'époque était une moyen moins comme moi. Et le fait qu'on soit 2 moyens moins chacun dans nos établissements qui n'étaient pas le même nous permettait de nous faire passer pour des moyens plus dans notre établissement. Parce qu'on était tous en couple, mais avec quelqu'un qui n'était pas de l'établissement. Donc on pouvait un peu pipoter sur tout ce qu'on voulait. Et honnêtement, je la trouvais pas particulièrement belle. Elle me trouvait pas particulièrement beau, je pense. On s'était trouvé chacun pour occuper une fonction sociale précise. Et toi, comment ça s'est passé? Moi, T'as ça reçu s'est- une injonction de le faire? Non, après moi ça s'est mal passé puisque en gros j'étais folle amoureuse d'un mec et du coup on s'est retrouvés chez lui et il y avait ses potes qui étaient là aussi. Du coup voilà, moi je savais un peu que ça allait se passer mais bon, je savais pas exactement comment ça allait se passer. Que ça s'est passé et en fait à la fin je me suis rendu compte qu'il avait fait semblant de mettre une capote. Ah oui. Où du coup je me suis rendu compte de ça. Sachant que en plus au moment où je m'en suis rendu compte, il y a ses autres potes qui commençaient à rentrer dans la chambre genre allez À mon tour. c'est ça, c'est chacun notre tour. Donc moi j'ai un peu pété un câble et en fait il y a un de ses copains celui avec qui je m'entendais le mieux en fait qui est allé me chercher la pilule du lendemain. Je m'en souviens pas beaucoup parce que ça m'a marqué pas très bien. Mais bon, après, j'étais quand même en mode ouais, mais du coup, je l'ai quand même fait. Donc, surtout, mon père était mort l'année d'avant. De toute façon, mon année de 4e, ça a été vraiment l'année où j'ai fait un peu ma rebelle et je séchais la natation synchronisée. Oh là là, t'as séché la natation synchronisée. Et oui. Je peux tout entendre, mais alors ça... Et oui, et oui. Donc ça, c'est André Cormand qui nous le dit, voilà, il nous disait en 2014, c'est un sexologue. J'ai pas été vérifié s'il est sexologue de quoi exactement. En tout cas, il a été interviewé dans pas mal de journaux et il expliquait que les jeunes se repèrent par rapport à leur groupe d'amis et que si dans celui-ci, l'âge du premier rapport tourne autour de 14 ans, et bien de fait, le groupe va se conformer à cet âge-là, quoi, parce qu'il va avoir une forme de pression sociale et pour rester dans le groupe, pour être conformé au groupe, pour pouvoir suivre la tendance, quoi, et bien il faudra, il y aura une pression pour pouvoir, vraiment, si tout le monde fait du cheval, il faut faire du cheval, quoi. Et pour Isabelle Claire, qui est sociologue, elle nous expliquait qu'à partir de 14 ans, les adolescents commencent à se dire célibataires, c'est-à-dire qu'ils commencent à définir un statut conjugal. Et si dans leur communauté, être célibataire entre 14 et 17 ans, globalement, c'est toléré, c'est ok. À partir de 17 ans, en fait de plus en plus à partir de cet âge, eh bien c'est perçu comme un problème, c'est-à-dire que la norme devient la norme conjugale, elle est valorisée socialement. Les garçons qui n'ont pas baisé sont les puceaux et les filles deviennent un peu suspectes si elles n'ont toujours pas couché à cet âge-là dans le cadre d'un couple, elles n'ont pas été en couple à cet âge-là. Et donc les filles se forcent à coucher avec des garçons même si elles n'en ont pas envie. Alors les garçons aussi, mais tendanciellement c'est plutôt les filles que les garçons. On a 10,7% des femmes où leur première fois elles ont répondu à une injonction. Voilà. C'est 7% des hommes et c'est 1,7% des femmes qui disent avoir été violées lors de leur premier rapport. C'est-à-dire elles ne voulaient pas, elles ont été forcées. En ton cas, c'est plus une agression sexuelle, je pense qu'on peut le définir comme ça. Oui. De toute façon, maintenant, c'est clairement considéré comme un miaule, comme dans Police. Comment ça s'appelle quand tu fais croire que tu t'es protégé, mais qu'en fait, non, ça porte un nom. Moi, j'en ai été raide dingue, mais c'était pas réciproque. Du coup, j'ai cédé sous la pression en pensant le garder, sauf qu'il m'a largué juste après en me balançant t'es toute prête pour le suivant. Ça, c'est Horrible. c'est chaud. J'ai fait ma première fois tardive à 29 ans, tous mes potes me foutaient la pression pour le faire, j'ai préféré attendre quelqu'un avec qui je me sentais vraiment à l'aise et ça s'est super bien passé, vraiment incroyable, t'as bien fait d'attendre finalement. C'est ça. Non mais je pense qu'en vrai, beaucoup passé mon temps à m'énerver contre les gens qui disaient oui mais il faut pas le faire trop tôt, nanana, parce que moi j'arrêtais pas de me dire oui mais les gens font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie de le faire tôt ils le font tôt. Mais c'est vrai que quand même, des fois t'es quand même pas assez mature dans ta tête pour... Ou alors il faut que ce soit vraiment deux personnes qui soient dans le même état d'esprit tous les deux une première fois où du coup il y a pas forcément de ça peut pas forcément bien se passer dans le sens où c'était pas ouf mais ça peut au moins être consentant et faire en sorte que ça se passe quand même relativement bien, juste que bon c'est sûr si tu mets deux personnes qui n'ont pas d'expérience faire une activité qu'ils n'ont jamais fait, bon c'est normal que ce soit pas forcément ouf, mais il y a une différence entre c'est problématique et juste c'était pas ouf. Tous tes partenaires, tu as forcément eu une première fois avec chacun d'entre eux, donc... Souvent c'est pas ouf les premières fois. En tout cas, pour revenir sur les histoires des injonctions,
Du coup, ça a fait l'objet d'une campagne nationale qui s'appelait OK, pas OK, notamment du planning familial, parce que le fait qu'il y ait quand même une part significative des gens qui se forcent et une autre même qui a été violée, c'est quand même un problème. Et ce que j'ai appris du coup dans cette histoire-là, en lisant là-dessus, c'est que ça a tendance à évoluer, mais le premier rapport sexuel est presque toujours un rapport hétérosexuel, compris lorsque l'on est soi-même homosexuel, par conformité sociale et parce que être le gay du lycée, pas facile. J'étais dans un collège très campagnard, on peut dire paysan, c'est vrai que ça en parlait très tôt. Ceci dit, j'avais un groupe de potes dans lequel on s'en foutait complètement, donc c'est un peu préservé de cette injonction. Moi, pas du tout, et puis on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la pression familiale. Quand vous venez d'un milieu où vos parents aussi se font beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, c'est aussi une forme de pression familiale. Et c'est vrai que toi, ta mère, en plus, elle t'a eu relativement jeune. Hein. Ma mère m'a eu à 20 ans, moi. Ma mère m'a eu à 20 ans, et moi, mes parents, ils n'ont pas fait d'enseignement supérieur, ils n'ont pas été dans l'enseignement supérieur. Mon père, il a commencé à bosser, il avait 14 ans. Donc la vie de famille, elle commence très tôt. En tout cas dans le milieu social dans lequel j'ai grandi. Aujourd'hui, la réalité sociale a quand même évolué. Démographiquement, sociologiquement, le département a quand même pas mal évolué, le sud de la Haute-Marne, là où j'ai grandi. Mais c'est vrai que quand tu recontextualises dans les années 90-2000, t'as tes parents qui, vraiment, eux, se sont maqués très jeunes, se sont mariés très tôt, juste à peine majeurs. Moi, j'ai une tante qui s'est même mariée mineure. Elle a dû être émancipée de ses parents légalement pour pouvoir se marier. Parce que c'était aussi un moyen de sortir de chez elle, de pouvoir s'enfuir, en gros. Et tu te retrouves avec des gens qui, effectivement, tendanciellement se sont mariés très tôt et ont eu des rapports très tôt et des enfants très tôt. Donc la famille s'inquiète, et notamment pour une réalité sociale dont j'avais parlé sur la chaîne du Vortex, qui est le marché conjugal. Voilà, ça porte un nom, le marché conjugal, c'est plutôt vous rentrez sur le marché du cul, plutôt vous êtes sur le marché, plutôt vous êtes disponible pour pouvoir avoir des rapports sexuels et afficher la maturité pour pouvoir être dans mon cas, un homme, un père de famille, dans le cas d'une femme, quelqu'un qui peut tenir le foyer, si on reste vraiment dans les clichés et dans le monde dans lequel j'ai grandi, et bien plus vous avez de chances de tirer parti de votre position sur le marché. C'est-à-dire que les derniers arrivés, pour le dire très crûment, les derniers arrivés font avec ce qu'il reste. Pas le choix. Mais après aussi, des fois, il y a une courbe qui, du coup, on a atteint un moment où on le faisait peut-être un peu plus tôt. Et maintenant, en fait, des fois, j'ai l'impression vraiment la toute dernière génération, ils essayent de... vu qu'ils ont conscience un peu que la génération juste avant eux, ça s'est fait vite et tout, ils ont peut-être eu des retours aussi de gens qui leur ont dit, finalement, si vous attendez, c'est pas plus mal. Du coup, j'ai l'impression quand même que... Eh bien, il y a Le Point qui a sorti une là, il y a 4 jours, qui s'appelait « Pourquoi les jeunes ne font plus l'amour ?» La jeunesse en panne de libido. Alors, en l'occurrence, là, ça parlait de porno, des réseaux sociaux, du puritanisme, de tout un tas de trucs. Bon, le fait que les jeunes ne baiseraient plus, c'est quelque chose d'assez courant, c'est quelque chose qu'on voit assez à venir. Donc effectivement, là, peut-être qu'on est... même si les statistiques montrent que finalement, en fait, on est dans à peu près les mêmes ordres de grandeur qu'il y a 10 ans concernant la première fois. Concernant le nombre de rapports, oui, peut-être que ça a réduit tendanciellement, c'est le cas au Japon. On est d'accord qu'une injonction sociale n'est pas forcément verbalisée autour de nous, dans le sens où on peut se mettre la pression tout seul juste parce qu'on sait qu'on arrive dans la tranche d'âge où ça doit arriver. Bah oui, bien sûr. L'injonction, c'est pas forcément un ordre que tu recevrais qui est effectivement verbalisé, c'est tu ressens le besoin pour des mauvaises raisons. De toute façon, il suffit juste de voir comment dans tous les films, dans toute la culture qu'il y a autour de nous, c'est quand même beaucoup le truc de quand t'es à l'âge ado, en fait, tu dois forcément passer par là, et si tu le fais pas, t'es bizarre parce que du coup, tu l'as pas encore fait et tout. Enfin, il suffit de voir comment puceau, ça a beaucoup été utilisé comme une insulte, en fait. Ce qui est assez... c'est un peu le double standard, parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose où, pour les femmes, ça va être vachement valorisé, alors que pour les hommes, ça va vachement être plus... si t'es un puceau, t'es une merde, alors que... de toute façon, il y a tout un double standard, et justement, je pense que c'est aussi ça un peu qui peut être intéressant de parler, c'est tout le concept de la virginité. Et... Quelle magnifique transition que t'es en train de faire. T'as vu ça? Et c'est l'article Wikipédia sur la défloraison, franchement, je me suis dit, c'est assez incroyable. Défloration. Oui, la défloration. Parce que défloraison, ça concerne les fleurs. On dit la floraison. La défloration de Wikipédia. Selon Wikipédia, la définition, c'est donc l'expression défloration signifiant prendre la fleur, ou perte de virginité, effectivement. Fait référence à l'idée que le premier homme à pénétrer le vagin d'une femme avec son pénis, lui, enlève sa virginité. Voilà, entre guillemets. Donc certaines cultures accordent de l'importance particulière à la défloration, qui peut être pratiquée de manière rituelle, parfois en dehors d'un rapport sexuel d'ailleurs. Donc, peut-être qu'on peut parler du rôle de l'hymen. Alors, vous avez tout le temps entendu parler de l'hymen. Moi, par exemple, il avait été question. En gros, est-ce que je l'ai vraiment défloré parce qu'elle dit que c'est sa première fois? N'empêche, elle a pas saigné. Et c'est normal. C'est normal. En fait, c'est la moitié des femmes qui ne saignent pas lors du premier rapport. Parce déjà que parce qu'il y en a qui en ont pas d'hymen. Voilà, parce qu'il peut être absent.
Parce que si t'as porté des tampons, bah il y a plus de chances que ce soit Détendu. détendu. Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup le truc de si tu fais du cheval, ton hymen il est déjà brisé. En fait, c'est pas. Alors, apparemment, l'hymen ne se brise pas, juste se détend. Il peut être absent, il peut avoir de très nombreuses formes, et donc tout ça rend caduque l'examen de virginité. Ça n'a aucune valeur. Donc, la virginité, ce qui est intéressant, du coup, en regardant sur la question de la virginité, parce que en fait, tout ça, la virginité, en fait, c'est lié au mariage. C'est lié au mariage comme institution religieuse et sociale. À la base, la virginité, ça a été vu par une partie des femmes, le fait notamment de conserver sa virginité comme un moyen de s'émanciper du patriarcat et de leur famille. J'ai vu notamment, voilà, t'as accès au monastère, t'as renoncé à avoir une vie sociale et maritale, donc tu t'extrais du marché conjugal. À une époque où, pour une femme, pour sortir socialement de ton milieu, c'est nécessaire de passer par là, et notamment pour pouvoir aussi tirer avec toi ta famille. Ça pouvait être vu vraiment comme un moyen de s'émanciper. Et a priori, c'est que au 19e siècle, il y a un renouveau du culte du mariage et de la religiosité féminine. Et donc, je lis là, pour des milliers de jeunes femmes, des jeunes filles de tout milieu, le choix de la virginité perpétuelle par l'entrée en religion permet de s'affranchir de la tutelle paternelle et conjugale. Dans la bourgeoisie, la virginité est un capital social. C'est un capital social nécessaire aux besoins du mariage et pour tirer un bon mariage. D'où la tenue aussi à l'écart des filles, des garçons, notamment dans l'enseignement. Donc des écoles divisées entre les garçons et les filles, même si c'était beaucoup moins systématique à la campagne. Et du coup, j'ai lu que pour sauver les apparences à la campagne, comme les filles et les garçons du coup se fréquentaient déjà et qu'il y avait en réalité déjà des fricotages entre filles et garçons, et qu'il fallait quand même qu'elles soient sur le papier, elles soient vierges, la justice refusait globalement les enquêtes de paternité pour retrouver qui pourrait être le vrai père en cas de... en cas de ceci ou en cas de cela, ou en cas de grossesse, ou en cas de machin. Donc en tout cas, pour revenir sur ma petite histoire de la virginité, qui du coup était un symbole notamment de féminisme et qui a longtemps été un symbole aussi de la Vierge, elle est fraîche, elle est forte, elle est immaculée. Du coup, apparemment, courant années 1870, la virginité devient quelque chose de combattu par le pouvoir politique notamment, pour relancer la natalité, parce que c'est sympa les vierges, mais bon, les vierges ça fait pas d'enfants. Donc les vierges sont considérées comme tristes, en perdition, elles ont besoin d'un homme, elles ont besoin d'un rapport. En fait, si toutes ces femmes elles se faisaient baiser, ça irait quand même vachement mieux pour elles. C'est en clair. plus, ça ferait quand même pas mal d'enfants pour le pays et ça paierait bien les retraites. Il n'y a pas les retraites à l'époque, mais c'est un peu une logique dans laquelle on pourrait tomber. Donc là, on est tombé sur quelque chose vraiment qui sacralisait le mariage pour pouvoir relancer la natalité, parce qu'il fallait quand même des enfants au pays. Donc voilà, tout en ayant quand même pour revenir sur la question des expériences sexuelles, un certain nombre de personnes quand même qui ont des rapports qui pour moi sont des expériences homosexuelles. C'est nos mots, c'est on se branle tous ensemble c'est un peu cliché, mais voilà, dans le vestiaire. Voilà, dans le vestiaire, sous la douche. Regarde, t'habites MDR. Bon, Voilà. ça, il y a un peu quelque chose quand même d'homo-érotique derrière. Je sais pas, il y a quand même un délire. Donc il y a des expériences. Enfin, ouais, effectivement, si on commence à aller du côté des. Voilà, c'est ça, des expériences, comme tu dis, qui sont pseudo-sexuelles entre des jeunes mecs, il y en a quand même pas mal, quoi. Donc en fait, tout ça pour dire, toute cette émission pour dire que le premier rapport, c'est à la fois très important, tout le monde s'en souvient, parce qu'il a une utilité, une fonction sociale, une histoire sociale, alors qu'effectivement, résumer sa sexualité à son premier rapport pénétratif, ou en tout cas marquer le début de sa sexualité à son premier rapport pénétratif, c'est quelque part un peu travestir la réalité. Mais ouais, d'opposer en quelque sorte le fait d'avoir un rapport pénétratif et d'avoir pas un rapport pénétratif, c'est un peu débile parce qu'au final, quand les gens sont sexuellement actifs, imaginons avec ton partenaire, vous faites que des préliminaires, comme on appelle ça. Je suis pas sûre que vous allez. Oral, c'est-à-dire ? Oui, voilà, et je Ouais. pense pas que vous allez dire ah bah non, on n'a pas eu de rapport sexuel, hein. Non. Je suce la bite tous les matins, mais on n'a jamais baisé. C'est ça, Bien donc sûr. du coup, c'est si quand on a une sexualité active, on considère que c'est un rapport sexuel, je vois pas pourquoi ça pourrait pas être considéré comme un rapport sexuel avant que tu fasses d'autres choses. Les premières fois, c'est pas toujours bien, mais c'est mieux si ça peut l'être. Voilà le compte rendu.